Bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent pour ces rencontres du développement durable, aujourd'hui co-organisées par l'Institut Open Diplomacy et l'École nationale d'administration. Et merci à tous ceux qui nous suivent depuis 3 jours, 4 jours maintenant, tout au long de ces rencontres du développement durable. Je l'ai dit, nous avons plus de 70 conférences à offrir, à partager pour que chacun puisse se faire une opinion, que chacun puisse passer à l'action. Et c'est exactement le thème de notre masterclass de cet après-midi, fédérer large pour agir fort. J'ai le plaisir pour cet échange de recevoir 2 oratrices. Je vais vous les présenter une par une. Odile Roussel, qui est la représentante spéciale de la France pour la responsabilité sociale des entreprises et qui travaille dans tout cet univers international où les entreprises s'associent à l'effort des organisations multilatérales, notamment le Global Compact des Nations Unies, qui est partenaire, comme le ministère des Affaires étrangères, de ces rencontres du développement durable. Et je vous présente également Laurence Monnoyer-Smith, qui est actuellement la conseillère pour l'environnement du président du CNES, le Centre national, j'allais dire conservatoire, Centre national des études spatiales, et qui, dans des fonctions antérieures, a joué le rôle de commissaire général au développement durable, c'est-à-dire l'organisme interministériel qui facilite le travail de tous les ministères pour avancer le long de notre agenda 2030. Je rappelle que nous fêtons cette année le 5e anniversaire des objectifs de développement durable qui définissent donc cet agenda 2030 et que nous allons parler tout au long de cette masterclass de comment est-ce qu'on peut rassembler toutes les énergies pour pouvoir progresser sur ces 17 ODD. Alors, pour commencer, je voudrais me tourner vers vous, Laurence. Vous avez été en charge de construire la feuille de route de la France pour pouvoir avancer sur la route des ODD. Les ODD qui ont été adoptés il y a 5 ans et qui nécessitent d'embarquer toute la puissance publique pour avancer. Comment est-ce que la construction de cette feuille de route s'est passée et quelques années plus tard, où est-ce qu'on se trouve de cette feuille de route? Alors d'abord, c'est pas pour embarquer que l'administration, c'est pour embarquer tout le monde. Ça a été un processus assez long, c'était un travail d'à peu près 2 ans, puisqu'on a commencé en 2015, un peu après la COP, et on a en fait passé pas mal de temps à constituer en fait la communauté des ODD. C'est-à-dire que contrairement aux stratégies nationales de développement durable que la France avait adoptées jusqu'à maintenant, stratégie de développement durable qui est une feuille de route pratiquement de l'administration française. Donc c'est une feuille de route qui invite l'ensemble des administrations à s'engager en interministériel pour un certain nombre d'actions, notamment sur la rénovation des bâtiments, sur le transport propre, enfin toutes ces thématiques. Donc il y avait un côté très administration. Avec l'agenda 2030, les choses changent radicalement. On change de paradigme, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans le paradigme de l'agenda 2030 avec une volonté de mobilisation de tout le monde. Donc on passe des objectifs du millénaire pour le développement à l'agenda qui concerne tout le monde, qui concerne tous les pays et qui concerne tous les partenariats. Donc ça voulait dire qu'en tant qu'administration, on était dans une position vraiment différente. Et je me suis un peu échinée à faire comprendre ça, c'est-à-dire qu'on avait eu jusqu'à maintenant une position qui était une position très... vous avez les ONG, les entreprises en face de nous et qui nous disent « Bon alors, qu'est-ce que l'État va faire pour le développement durable ?» On vous attend. Soit dit en passant d'ailleurs, ce sera jamais assez, ce sera jamais assez bien, ce sera jamais assez fort, ou au contraire, ça va être trop contraignant, ça va être trop violent. Là, j'étais dans une position qui consiste à dire, bon écoutez les amis, maintenant, les enjeux du développement durable, c'est des enjeux extrêmement prégnants, extrêmement forts, on est face à des conséquences absolument colossales, des enjeux absolument colossaux, il faut qu'on s'y mette tous. Ça tombe bien, l'agenda 2030, c'est l'ODD 17, on est tous autour de la table, avec d'ailleurs un positionnement à l'ONU qui était extrêmement différent, une organisation, peut-être qu'on en reparlera, totalement différente pour ces forums politiques de haut niveau qui font des évaluations de l'agenda 2030. On est dans un schéma qui est complètement différent. Donc j'ai dit à tout le monde, les gars, on va y aller tous ensemble. C'est-à-dire c'est pas la feuille de route de l'administration française, c'est pas la feuille de route du président de la République, c'est la feuille de route de la France. C'est-à-dire vous êtes tous concernés. Donc ça n'a pas été très simple parce que ça voulait dire prendre les ONG, prendre les entreprises, prendre l'administration et mettre tout ce petit monde autour de la table en disant comment chacun contribue. Qu'est-ce que vous allez faire vous et nous pour constituer cette feuille de route? Ça n'a pas été du gâteau, je vous le dis tout de suite. Laurent, je voudrais vous demander, là, on est quelques années après le lancement de cette feuille de route que vous avez expliqué qu'elle avait mis 2 ans à se mettre en place.
l'ensemble des acteurs, des 50 partenaires qu'on a rassemblés pour l'organisation de ces rencontres du développement durable, plaident constamment, et c'était l'objet de la tribune fondatrice de l'événement qu'on a signé dans la Croix vendredi dernier, pour que cet agenda, cette feuille de route, soit maintenant le centre de gravité de France Relance. Est-ce que vous avez l'impression que dans cette crise du coronavirus et dans la gestion de ses conséquences, cette espèce de dynamique extrêmement fédératrice que vous avez eu la chance de piloter, si j'ose dire, je pense que c'était effectivement une chance et un honneur. Comment est-ce que vous sentez qu'elle est préservée? Est-ce qu'on a vraiment là 2/3 des Français dans les sondages qu'on a fait avec Focus 2030 qui nous disent on veut que les ODD soient le fer de relance? Est-ce que vous considérez que c'est le cas? Non, c'est pas le cas. C'est pas le cas, mais pour plein de raisons. Pour plein de raisons un petit peu compliquées et des raisons difficiles. C'est pas le cas parce que pour qu'il y ait un travail collectif autour des objectifs de développement durable, il faut que ce soit porté au plus haut niveau, il faut que ce soit porté par l'ensemble, par les politiques, par les parlementaires, par les uns et par les autres, et par les chefs d'entreprise, par les ONG, etc. Et il faut quand même qu'on se dise et qu'on constate que malgré un certain nombre d'appels, pour l'instant, on a un petit peu du mal à sentir que derrière les politiques publiques actuelles, on a la pression ou on a un portage des objectifs de développement durable. Je ne dis pas que c'est facile, je dis simplement que ce n'est pas le cas. Il y a un certain nombre de parlementaires qui se sont constitués en petite équipe. Il y a un groupe de travail, j'avais essayé de les aider, qui ont fait un certain nombre de propositions pour mettre les ODD en filigrane d'un certain nombre de travaux. Absolument. Notamment derrière les indicateurs EVASAS. On avait dit donc les indicateurs qui sont proposés au moment des complémentaires au PIB, qui sont des indicateurs qui donnent un petit peu un état de la manière dont le pays se saisit des problématiques environnementales et sociales et de gouvernance. C'est vraiment des problématiques ESG de manière assez globale qui recoupent l'agenda 2030. Force est de constater, j'avais porté ces demandes-là à l'époque, au moment où on faisait le rapport des indicateurs EVASAS à Bercy, j'avais dit quand même on devrait les aligner sur les ODD. J'avais fait des propositions. Ça s'est pas fait parce que c'est compliqué, parce que l'administration est pas constituée comme ça, qu'il n'y avait pas les bons processus, et ça s'est pas fait, et franchement je le regrette. En même temps, je comprends que ce soit difficile. C'est très difficile parce que ça suppose qu'on ait un travail très très transversal en interministériel. Donc c'est pas simple à porter. On va revenir sur cette façon de fédérer, puisque c'est vraiment le thème de notre masterclass. Mais avant de rentrer dans les détails de comment est-ce qu'on embarque l'ensemble des acteurs dans cette transhumance durable, si j'ose dire, dans cette transition, devrais-je dire, je voudrais revenir vers vous, Odile, pour avoir un peu plus de contexte international. On est en pleine Assemblée Générale des Nations Unies, Assemblée Générale qui devrait fêter le 75e anniversaire de l'ONU et qui ne peut pas vraiment célébrer la chose compte tenu du contexte sanitaire. Et pas seulement sanitaire, politique aussi. On devrait être en train de se réjouir d'avancer sur cette route. Et malheureusement, la crise sanitaire nous a fait reculer sur beaucoup d'indicateurs des objectifs de développement durable. Vous qui êtes constamment connecté aux autres États de la planète sur la façon dont on porte politiquement cet agenda 2030, comment est-ce que vous benchmarkez, si j'ose dire, ce que Laurence vient de nous dire? Est-ce qu'il y a d'autres États qui sont parfaitement exemplaires dans le portage politique de ces ODD, dont on pourrait peut-être s'inspirer et qui, en tout cas, vous semblent porter des pratiques qui sont intéressantes à partager pour le public, ne serait-ce que pour même à l'échelle des collectivités territoriales, ça se déclenche? Le portage des ODD, il est effectivement différent d'un État à l'autre, enfin d'une région à l'autre du monde déjà, et d'un État à l'autre. J'ai envie de dire, comme d'habitude, on a quelques États un peu modèles, les États du nord de l'Europe, c'est assez clair, qui ont une manière de porter ces sujets et de les porter notamment dans leur dimension développement, vis-à-vis des pays en développement, qui est sans doute plus forte que d'autres. L'Union européenne, dans la limite de ses compétences, mais les compétences sont quand même de plus en plus larges, elle aussi effectue un portage de ces sujets. Mais c'est vrai qu'on n'a pas l'impression qu'ils sont au cœur de la réflexion politique ou des politiques qui sont menées en ce moment. Ils sont rares les États qui ont fait ça, de mettre les ODD au cœur
de l'appareil d'État. Je pense notamment à l'Espagne qui a nommé un vice-premier ministre en charge des ODD. Est-ce qu'il y a d'autres États qui font ça? Je veux dire dans le nord ou dans le sud, au sens développement du terme? Oui, je pense qu'il y en a d'autres qui le font, mais qui le font peut-être plus discrètement ou de manière plus en filigrane. Quelque part, nous, la France par exemple, je pense qu'on a, même si tout n'est pas parfait, on n'a pas à rougir de ce que l'on a fait et de ce que l'on fait et de ce que l'on va faire en termes d'application des ODD et plus généralement, ou plus précisément, de responsabilité sociale et environnementale. On est dans une position plutôt favorable, plutôt pionnière sur certains sujets. Mais il est vrai que la communication du gouvernement, que les politiques publiques n'affichent pas nécessairement les ODD comme une bannière. Mais c'est vrai que on le fait sans le dire, ou on le fait comme M. Jourdain faisait de la prose, sans s'en rendre compte. C'est important aussi de pouvoir valoriser ce cadre. On sait que seulement 10% des Français connaissent les ODD, ce petit pins qu'on porte tous pour bien montrer de quoi ils retournent, qui symbolise ces 17 objectifs complémentaires qui forment un système de pensée. Et pourtant, ils le plébiscitent quand ils le connaissent, ce qui est très intéressant. Et vous l'avez dit, la France le fait sans vraiment le dire. Mais il y a quand même des choses qui se font. Je parle là dans le domaine de l'action internationale, puisque c'est dans ce cadre-là que vous travaillez. Peut-être mentionner simplement le Congrès mondial de la nature sur l'objectif biodiversité, ou le Forum Génération et d'égalité sur l'ODD 5 en matière d'égalité femmes-hommes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que vous vous y prenez pour fédérer les acteurs dans la logique des partenariats, des coalitions, sur ces deux ODD-là, par exemple? Alors moi, je ne travaille pas directement sur tel ou tel ODD ou tel aspect. Bien sûr. Je travaille plutôt sur ce qui est des process à utiliser par les entreprises, puisque la RSE s'adresse quand même en premier lieu aux entreprises, grandes ou petites, quel que soit leur secteur, pour qu'elles intègrent dans leurs activités tous ces sujets, mais pas particulièrement sur tel ou tel sujet. Alors bien sûr, je suis au courant de ce qui se passe à droite à gauche, mais je travaille plutôt sur fédérer, effectivement, au niveau international, à travers des négociations de réglementation, enfin de droit dur, des conventions internationales, ou à travers des organes de droit plus mou. Vous avez cité le Global Compact tout à l'heure, des Nations Unies, mais il y a aussi beaucoup de travaux. Vous pouvez expliquer à nos auditeurs le Global Compact, en quoi ça consiste? C'était une initiative qui avait été lancée par, son nom m'échappe, Kofi Annan, il y a 20 ans exactement, puisqu'on a fêté cette année les 20 ans du Global Compact, pour faire des entreprises les acteurs du développement et du développement durable. Et donc, à ce Global Compact adhèrent des entreprises. Ce sont les acteurs principaux de cet organe, qui est en marge des Nations Unies, en lien avec les Nations Unies, mais qui est en marge des aspects politiques, on va dire, des Nations Unies. Mais il y a aussi des gouvernements, dont la France. Moi, je représente la France au sein du Global Compact, et on essaye de faire des grands principes et des actions de la responsabilité sociale et environnementale l'ADN des entreprises, de leur faire intégrer cette démarche, non pas comme un petit hochet ou un petit plus, un supplément d'âme, mais comme vraiment dans leur démarche, dans leurs activités. On ne parle pas de philanthropie, là, on parle vraiment d'action environnementale, bien sûr, mais aussi sociale, sociétale. On va zoomer sur cet aspect parce qu'effectivement, l'action des entreprises, tout le monde l'a dit depuis qu'on a commencé CRDD, est essentielle. On a parlé des entreprises, on a aussi parlé des collectivités locales qui ont elles-mêmes un rôle majeur à jouer en plus de celui du législateur ou du pouvoir exécutif national. Sur ce champ précis de ce que les entreprises peuvent faire, j'ai une question pour vous deux. Commençons peut-être par vous, Odile. On a en France récemment adopté un certain nombre de dispositifs législatifs
qui change la donne pour que les entreprises puissent s'engager différemment, mieux, de façon plus claire, plus cadrée. Et j'aimerais que vous puissiez nous expliquer en quoi consistent ces changements et peut-être les fruits aussi qu'on commence à en percevoir. Et pour vous, Laurence, dans la même veine, bon, aujourd'hui, vous êtes plus au CGDD, vous êtes au CNES, évidemment, mais dans ces fonctions de commissaire général au développement durable, la co-construction que vous avez évoquée des entreprises était absolument essentielle. Et je voudrais savoir quels sont, selon vous, les acteurs. Y a-t-il eu des profils types, des profils idéaux, si j'ose dire, d'entreprises engagées? Peut-être pour bien comprendre ce qui fait que une entreprise n'est pas dans le greenwashing ou dans le pinkwashing, mais dans une appropriation parfaite grâce à la loi et grâce à l'action de cette grammaire des ODD. Peut-être commençons par Odile. Alors, il y a eu effectivement en France deux évolutions législatives majeures au cours des dernières années. D'abord, en mars 2017, la loi sur le devoir de vigilance des entreprises, donc qui a maintenant un peu plus de 3 ans, et qui impose, alors avec des seuils, donc ça s'applique aux plus grandes entreprises, environ entre 250 et 300, le CAC 40 plus quelques dizaines d'autres, qui impose à ces entreprises d'exercer un devoir de vigilance donc environnementale, sociale, sociétale, dans leurs activités à elles, mais aussi dans toute leur chaîne d'approvisionnement avec leurs partenaires d'affaires. Donc ça va assez loin, ça a même une dimension extraterritoriale, puisque ces entreprises doivent publier chaque année dans leur rapport financier un plan de vigilance qui identifie les risques et qui identifie aussi les mesures qu'elles ont prises ou qu'elles entendent prendre pour diminuer ces risques ou aller à l'encontre des impacts négatifs de leurs activités sur l'environnement ou sur le social, sur les droits humains. Peut-être pour concrétiser comment cette loi se met en pratique, un exemple de ce que contient un plan de vigilance et un type de risque dont vous parlez, qu'on voit à peu près de quoi il retourne. C'est une question difficile parce qu'il n'y avait pas de modèle pour faire le plan de vigilance. Donc les entreprises ont inventé en marchant, si j'ose dire. Et donc les rapports sont très inégaux. Certains sont très stratosphériques, d'autres sont beaucoup plus précis. Mais ça peut être... Bon, évidemment, je ne peux pas m'empêcher de penser à un exemple précis. Lorsqu'une entreprise, je ne citerai pas de nom évidemment, lorsqu'une entreprise a un très gros projet dans le secteur extractif, au hasard, il est clair que ce projet aura forcément un impact ou des impacts sur l'environnement, sur les populations, sur ses parties prenantes, y compris ses collaborateurs, mais aussi des parties prenantes extérieures. Et donc, ça peut être d'identifier ces risques, enfin, ça doit être même d'identifier ces risques et pour chacun de ces risques, d'essayer de les minimiser et de présenter des mesures, soit de minimisation, soit éventuellement de compensation, donc pour bien comprendre, ces rapports sont déclaratifs, c'est ça? Il n'y a pas de contrôle? Tout à fait. Alors le seul contrôle qui est fait, si j'ose dire, il n'y a pas de système de sanction, mais le seul contrôle qui est fait, c'est que des parties prenantes et ou des ONG peuvent mettre en demeure l'entreprise si elle juge qu'elle n'a pas fait son plan comme elle aurait dû le faire ou qu'elle n'a pas identifié les risques de manière suffisamment précise. Et si la mise en demeure, si la réponse de l'entreprise à la mise en demeure ne leur paraît pas satisfaisante, ces parties prenantes peuvent faire un recours au tribunal judiciaire. Ok, donc c'est aussi la raison pour laquelle on n'a pas encore beaucoup de retombées concrètes. Bien sûr. Évidemment, le temps de la justice, ce n'est pas critiquer la justice que de dire que le temps de la justice est un peu long et que du coup, on n'a pas encore un arrêt ou quelque chose qui... En fait, ça se construira avec la jurisprudence. Absolument. Et donc, deuxième dispositif Deuxième évolution majeure, il en a déjà été beaucoup question dans ces rencontres, c'est la loi Pacte, bien sûr. Oui. Et donc la prise en compte obligatoire par les entreprises de ces enjeux et de ces impacts environnementaux et sociaux
et puis la possibilité de se doter d'une raison d'être et de devenir une entreprise à mission. Alors, une raison d'être. On emploie beaucoup ce mot. Et il est fabuleux parce qu'on l'emploie même chez les Anglais. On dit « we have a raison d'être ». Ça veut bien dire quelque chose pour la francophonie. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est pour une entreprise d'avoir une raison d'être? Alors, une raison d'être, elle se dote en... Alors, c'est pas seulement le conseil d'administration, hein, c'est par des consultations de toutes les parties prenantes et en premier lieu les parties prenantes internes. Donc les collaborateurs. Les collaborateurs à tous les niveaux c'est tautologique ce que je veux dire, mais d'une raison d'être. C'est-à-dire, l'objectif de l'entreprise, il est bien de produire des produits ou des services, de produire de la valeur, mais aussi dans le même temps, donc c'est intégré à son objet, en quelque sorte, une sorte de mission. Et cette mission environnementale et ou sociale, ou les deux, est retracée dans une formule, alors qui fait l'objet de parfois longues discussions au sein de l'entreprise, mais qui, à travers tous ces débats, ça veut dire que toutes les parties prenantes se posent la question de savoir mais que fait l'entreprise dans laquelle je suis, au-delà du profit, au-delà du produit ou du service économique qu'elle produit, à quoi elle contribue, en fait, en quelque sorte. Donc c'est une contribution positive, évidemment, à diverses choses. Avec ces deux lois, sur le plan théorique, on a déjà fait un peu le portrait robot de l'entreprise idéale pour s'engager dans la feuille de route de l'agenda 2030, Laurence Monnet-Smith, mais avec les entreprises avec lesquelles vous avez été au contact pour travailler sur cette feuille de route. Les entreprises les plus engagées, et je dirais ça sur le plan de la sincérité, de l'authenticité et de l'impact, est-ce qu'elles avaient des traits communs? Est-ce que vous pourriez essayer de nous aider à les identifier? Oui, elles ont des traits communs. Assez typiquement, ce sont des entreprises qui ont une tradition interne, ou en tout cas une réflexion interne de ces longues dates d'implémentation d'une stratégie RSE. Typiquement, ce sont des entreprises qui réfléchissent sur leur mission, sur la contribution qu'elles peuvent apporter à la société, qui ont une conscience de leur rôle sociétal et qui ont donc... qui ont une direction du développement durable qui est constituée ou instituée depuis un certain nombre d'années. Et qui n'est pas placée derrière la direction de la communication, Par qui exemple, est au cœur de la stratégie. Qui est rattachée à la présidence très souvent, qui fait partie du COMEX très souvent. Ce sont souvent des personnalités. Elles sont incarnées. Les responsables RSE, on les connaît. Ils ont porté des messages, ils les ont portés à l'ONU, ils ont contribué aux réflexions sur l'agenda 2030. Et il y a souvent derrière des chefs d'entreprise inspirés. Il y a des chefs d'entreprise qui sont engagés personnellement, intellectuellement dans ces types de discussions. Donc moi, j'avais travaillé au départ avec une poignée d'entreprises et puis progressivement, il y a un pool. On a été assez appuyé par le club des directeurs développement durable, par Global Compact, donc le C3D, Global Compact, Entreprises pour l'environnement. Enfin voilà, et donc ces associations qui se sont constituées, qui maintenant partagent des bonnes pratiques et qui ont enrichi en fait les directions de développement durable de leur savoir-faire. Bien sûr. On les connaît bien, ces entreprises, elles ont toutes pour quand même pour très commun cette volonté ou cette prise de conscience du rôle de l'entreprise comme devant véritablement prendre toute sa part. Moi, bon, de toute façon, c'est ce qui est écrit dans l'agenda 2030, c'est comment chacun prend sa part, mais avec une conscience de l'empreinte de l'entreprise, à la fois sur un territoire, empreinte environnementale, mais empreinte sociale, de son rôle à l'international. Ce sont souvent des grosses entreprises qui ont été confrontées aussi à un certain nombre de problématiques, qui ont été d'ailleurs auxquelles s'est attaqué la loi sur le devoir de vigilance, c'est-à-dire qui ont eu tout à fait conscience qu'elles ne pouvaient pas être installées dans un endroit où on faisait travailler les enfants, où on avait des problèmes de prostitution, où les questions de corruption se posaient, parce que voilà, dans le pays, il fallait qu'elles réagissent. Donc toutes ces entreprises qui avaient ça en tête et qui ont pris ça à bras-le-corps. Moi, je peux en citer un certain nombre, si vous voulez, mais enfin, en tout cas, ce que je sais, c'est qu'elles On ira voir sur le site du C3D les entreprises qui sont engagées. Oui, elles sont connues. Ou du comité 21. Et elles sont très connues. Et moi, ce que j'ai vu aussi, c'est qu'elles se sont très souvent appropriées les objectifs de développement durable. Elles ont utilisé ce que j'ai fait d'ailleurs moi en arrivant au CNES, c'est-à-dire qu'elles se sont rendues compte que les ODD étaient un outil analytique extrêmement puissant
pour construire ou revoir ou mettre à jour leur stratégie RSE. Ils ont pris toutes les cibles, ils ont regardé toutes les actions, ils ont regardé comment elles contribuaient à chacune de ces actions, elles en ont fait une analyse de matérialité et à partir de là, elles ont redéfini leur stratégie et c'est comme ça que fonctionnent aujourd'hui les grandes stratégies alignées sur les ODD. Alors, on a beaucoup parlé de l'action publique, de l'action privée. Essayons de mixer un peu tout ça, parce qu'évidemment, on l'a dit depuis le début, avec cette ODD 17 qui porte sur les partenariats, sur les coalitions, qu'on délivre le mieux, le maximum, le plus vite sur cet agenda 2030 quand on combine les forces publiques et privées. Alors, à nouveau, j'ai cette même question pour chacune d'entre vous. Je vais commencer par vous, Laurence Monnier-Smith. Aujourd'hui, vous êtes à la tête d'une organisation qui n'est pas une organisation d'État, qui est une organisation publique, évidemment, mais qui est une entreprise publique. Et sur un secteur très particulier, l'industrie spatiale, dont l'imaginaire collectif se représente le progrès technique, et en même temps beaucoup de moyens engagés, d'énergie dépensée pour aller explorer des tas de choses, observer la Terre, etc. Dans une situation comme ça, qui est très intéressante, où vous êtes, il n'y a pas d'industrie spatiale sans État. Aujourd'hui. Donc on est vraiment dans la logique pure et parfaite du partenariat public-privé. Comment est-ce qu'une connexion partenariat public-privé peut encourager ou décourager la mise en œuvre plus ou moins rapide des ODD? Alors, je voudrais partir de votre exemple, évidemment, mais plus largement, sur le plan théorique, c'est qu'est-ce qui fait que quand la puissance publique et les capitaux privés se combinent, on va plus ou moins vite sur les ODD? Alors, on va plus ou moins vite quand il y a deux facteurs importants. Un, il y a une incitation, voire une contrainte législative. Et ça, pour moi, c'est très fort. Ça a été un levier extrêmement fort pour faire avancer la stratégie RSE au sein du CNES. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand je suis passée du CGDD au CNES, j'avais quand même en tête la totalité des textes qu'on avait votés et que j'avais fait écrire pour certains d'entre eux. Il y a une circulaire sur l'administration éco-responsable, voilà, sur lesquelles que j'avais piloté à l'époque, et donc qui est quand même une feuille de route pour l'administration, pour tous les organismes ou les agences d'État. Donc on est invité à s'inscrire dans ces stratégies-là. Et puis il y a tous les textes de loi qu'on a mentionnés et qui peuvent s'appliquer à un certain nombre d'organismes et aux administrations. On a les contrats d'objectifs et de performance pour toutes les administrations et les agences d'État qui nous invitent à nous inscrire et à mettre dans les politiques publiques et à les mettre en œuvre. Qu'il s'agisse de l'ADEME qui a adopté son COP aligné sur les ODD ou qu'il s'agisse de nous, au CNES, on va faire notre prochain COP et on doit mettre en œuvre les politiques publiques et à chaque fois je sors, cartonnière, l'administration exemplaire. Je dis voilà, on est, et je rappelle, et c'est mon rôle de le faire. Donc il y a cette partie-là. Et puis il y a une autre partie qui est la demande sociale, qui est très très forte au sein des entreprises. Il y a dans beaucoup d'entreprises les gens qui sont des collaborateurs, mais ce sont aussi des citoyens, ils ont des enfants et ils pensent à leur avenir, ils pensent à l'avenir de leurs enfants et ils agissent en citoyens et ils n'ont pas envie d'être en conflit avec eux-mêmes. Ce que révèle la crise en particulier qu'on a vécue et la pandémie, qui a fait réfléchir quand même tout le monde aux méthodes de travail, à la responsabilité de l'employeur, comment est-ce qu'il prend en charge la santé de ses collaborateurs, comment est-ce qu'il s'inscrit dans sa société, comment il prend part à l'effort national pour faire de la solidarité, pour aider l'infirmière, l'hôpital, les uns les autres, les familles qui sont embêtées avec leurs enfants. Donc comment les entreprises prennent ces responsabilités-là. Donc sur ces deux piliers-là qui sont quand même très forts, les entreprises, elles se sont... Alors, pour certaines, elles avaient réalisé ça avant, mais là, je dois dire qu'avec la pandémie, la RSE, elle est remontée en haut de l'agenda des entreprises. Pour celles qui l'avaient déjà faite, ça leur permet d'aller plus loin, de réfléchir à leur raison d'être. Et pour celles qui ne l'avaient pas encore faite, ça a quand même allumé un certain nombre de signaux. Laurent, je voudrais revenir sur un point que vous avez mentionné, qui me tient très à cœur. J'ai failli faire une thèse de doctorat sur le sujet, j'ai planté, mais je sais que vous avez réussi, c'est pour ça que je me permets de vous poser la question. C'est que... vous avez parlé du dialogue social. Ouais. Et en France, on a des organismes syndicaux, et je mentionnerai personne en particulier, qui se sont assez peu saisis de ces ODD pour pousser les entreprises à développer leur RSE et à réfléchir de façon systémique. C'est l'absolu anti-modèle des États parfaitement exemplaires que Odile Roussel mentionnait tout à l'heure. Et pourtant, le dialogue social pourrait complètement réinvestir cette demande de sens que l'ensemble des salariés, des indépendants, sont en voie d'exprimer, expriment déjà très fort. Est-ce que vous sentez
un frémissement pour éventuellement les syndicats avec lesquels vous êtes en lien en France ou en Europe plus généralement sur ce sujet et si oui, dans l'entreprise publique dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui, quel rôle joue le dialogue social pour faire avancer la logique de développement durable au sens large? Alors, il faut être tout à fait honnête, il y avait quand même une mobilisation d'une partie des syndicats. C'est vrai que c'était difficile à l'époque où j'étais au CNTE. La représentation syndicale était assez peu mobilisée pour des raisons diverses et variées sur la question des ODD. Mais quand même, c'était pas le cas de tout le monde, et notamment la CFDT, parce que c'est quand même elle qui représentait les syndicats au niveau international sur ces sujets-là, était quand même très mobilisée. Donc, rendons à César ce qui est à César. Aujourd'hui, le dialogue social est au cœur des stratégies RSE, puisque par définition, il y a quand même toute une part, il y a toujours un axe sur l'employeur responsable, c'est formulé comme ça ou autrement. Le DD8 sur l'emploi décent. Voilà, sur le DD8, mais plus large que ça, parce que le dialogue social, c'est aussi des questions d'inégalité. Là, on est sur le DD5, des questions d'éducation. Donc, il y a toutes ces questions-là. Normalement, les stratégies RSE sont validées par les CCSE dans les entreprises. En tout cas, c'est le cas chez moi. Je vais leur présenter, on a fait valider en COMEX notre stratégie RSE. Je vais leur présenter le 7 octobre la stratégie, discuter avec eux, mais tout ça a été négocié très fortement. La manière de s'impliquer des organisations syndicales, c'est dans le suivi des stratégies. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant. Moi, ce que j'ai demandé, c'est qu'on mette sur place les feuilles de route, c'est quelque chose de vivant. Les stratégies RSE, c'est vivant, ça bouge, on a des cibles et puis ça évolue avec le temps. Surtout qu'elles sont en horizon 2030, 2040, 2050 pour les objectifs environnementaux en particulier. Donc, il faut qu'il y ait une représentation de la base à l'intérieur de ces comités qui font le suivi de la feuille de route. Et moi, là-dedans, typiquement, j'inclus on va inclure les partenaires syndicaux là-dedans pour les faire remonter, pour qu'ils puissent échanger avec nous. Donc, il faut absolument que ça intègre ça. Mais c'est vrai que le fonctionnement de l'agenda 2030 à travers la notion de partenariat, elle est un peu contraire à notre tradition, mais notre tradition française, qui est une tradition qui est plutôt, on est extrêmement centralisateur, on a un rôle de l'État qui est extrêmement impulsif, et donc dans le sens ça impulse des choses. Et dans ce cadre-là, très souvent, que ce soit les ONG ou que ce soit les organisations syndicales, elles sont beaucoup plus en position de demande, voire de récrimination, qu'en position de coopération. L'État, c'est comme ça que notre État s'est structuré, donc c'est pas une critique, c'est juste un constat. Avec le paritarisme des années 45 et de la naissance de l'État-providence, c'était pas vraiment la logique non plus. Non, c'était pas non plus. Et donc si vous voulez, cette nécessité de coopération, de co-construction, quand je suis arrivée avec ma feuille de route en disant on va travailler avec vous dans l'esprit de l'ODD 17, si vous voulez, j'ai pas été totalement prise au sérieux, quoi. Ça a été compliqué. Je comprends. Ça a été vraiment compliqué. On nous a dit oui, mais qu'est-ce que veut l'État? Je dis mais attendez, ce que veut l'État c'est une chose, mais qu'est-ce que vous voulez-vous? Enfin, en gros, on va co-construire ensemble. C'est la même chose au sein des entreprises. Alors, j'en profite constamment pour nos auditeurs qui sont là pour évidemment s'informer, mais puis aussi pour passer à l'action. Chacun à leur échelle. Entreprenez la création d'un syndicat qui s'approprie pleinement les ODD, ou alors rejoignez ceux qui le font, parce qu'effectivement, ça sera essentiel pour, dans la logique, au sein des partenaires privés de ces coalitions, agir. Odile, je reviens vers vous. Vous êtes constamment dans ces forums multilatéraux. On parlait tout à l'heure du forum politique de haut niveau qui s'est réuni en juillet pour faire le point sur l'agenda 2030. On a reçu hier soir le directeur général adjoint de l'OIT, M. Oumarou, qui était ministre du Travail du Niger, qui est l'OIT, évidemment, je rappelle à tout le monde, qui est une organisation tripartite qui s'appuie sur les États, bien entendu, les gouvernements, les organisations patronales et les organisations syndicales. Et il nous disait bien que l'intégralité de leur gouvernance, elle est basée sur cette logique publique-privée, en ayant l'ensemble des parties prenantes autour d'une table. Est-ce qu'en dehors de l'OIT, dans l'action internationale à laquelle vous participez, il y a d'autres instances qui fonctionnent de cette manière-là, de façon normative? Vous avez parlé tout à l'heure du Global Compact. Est-ce que dans cette logique-là, on produit aussi de la norme, comme l'OIT? Si oui, quel type de norme pour pouvoir précisément faciliter la coopération en matière d'ODD entre la puissance publique et les capitaux privés? Au sein de l'OCDE, par exemple, les travaux qui sont normatifs, alors ce n'est pas l'ensemble du monde, mais c'est quand même une large portion du monde. Donc l'ensemble de ces travaux normatifs associe, n'est pas complètement tripartite, mais associe étroitement les entreprises et les syndicats.
il y a beaucoup d'échanges entre les différents partenaires. Et puis, il y a aussi des enceintes peut-être plus modestes, moins connues, qui ont une déclinaison nationale en matière de RSE, où sont toujours représentés, ou participent à égalité, l'État à travers des ministères, mais aussi les employeurs et les syndicats. Bien sûr. Donc, vous avez parlé de l'OCDE, l'Organisation pour la coopération et le développement économique, qui est également partenaire institutionnel de nos rencontres du développement durable. Je voudrais parler d'une autre organisation encore, pour comprendre où ça en est. On entend beaucoup, en tout cas les jeunes qu'on a envoyés au G20 et au G7 cette année porter la vision des générations futures, nous disent il faut absolument que l'Organisation mondiale du commerce, dont on connaît la fébrilité politique en ce moment, intègre dans la façon de concevoir les accords multilatéraux internationaux la responsabilité sociale des entreprises et les objectifs de développement durable. Alors je sais que vous travaillez pas, vous n'êtes pas représentante de la France auprès de l'OMC, mais évidemment la RSE qui serait directement engagée par ces traités multilatéraux, vous avez sans doute un lien avec ça. Comment est-ce que vous voyez avancer ou pas avancer justement les travaux à l'OMC? Quelle est la position de la France sur ça? Alors moi, je ne connais pas très bien les travaux de l'OMC, en revanche, je suis quand même entièrement d'accord avec ce que vous venez de dire, à savoir on a avancé, mais sans doute pas suffisamment, depuis que l'OMC a été créé. Moi, j'ai le souvenir qu'avant, c'était le GATT. Quand on est passé du GATT à l'OMC, en 95, on devait normalement intégrer, par exemple, l'environnement. Oui. Ça a été fait dans une certaine mesure, mais de manière quand même un peu subliminale, on va dire. Ce qui est paradoxal, il reste beaucoup à faire. On a eu ce matin le commissaire européen, j'allais dire le commissaire général, le commissaire européen à l'économie, et donc qui pilote ces négociations commerciales internationales. Et on sait qu'à l'Organisation mondiale du commerce, le marché unique européen n'est pas représenté par ses 27 États membres, mais par la Commission européenne. Donc sa voix était prépondérante. Et il disait justement, nous allons avoir du mal à faire valoir le fait que l'Union européenne, pour faire avancer son Green Deal et son Next Generation EU, son plan de relance européenne, veut créer une fiscalité carbone à ses frontières. Et il l'a dit lui-même, on va buter. Alors est-ce que l'OMC est encore... et c'est peut-être un peu dangereux comme question, mais est-ce que l'OMC est encore adapté dans sa gouvernance, dans ses statuts, à ces enjeux du jour? Je ne me permettrai pas de répondre directement à cette question. Simplement, ce que je voudrais dire, c'est que quand on voit déjà avec quelles difficultés l'Union européenne, qui est beaucoup plus allante que l'OMC sur ces sujets, intègre difficilement, on le voit bien en ce moment avec la discussion sur l'accord avec le Mercosur, les dispositions environnementales et sociales dans les accords de commerce et d'investissement, je pense c'est encore encore un plan au-dessus pour l'OMC. Bien sûr. Je rappelle que l'Union européenne vient de rejeter l'accord commercial avec le Mercosur, précisément pour ces raisons, puisque la Commission européenne et la France y avaient joué un certain rôle, ne souhaitent plus prendre d'accords commerciaux avec des partenaires qui ne respectent pas les accords de Paris. Pour l'avenir, il est prévu de faire des accords de commerce et d'investissement dits de nouvelle génération qui intégreraient pleinement ces enjeux. Alors, on arrive presque au terme de cette discussion, mais on est à la veille d'une autre discussion extrêmement importante, c'est l'étude de la loi de finances au Parlement. Et vous l'avez dit tout à l'heure, Laurence Monod-Smith, il y a des parlementaires qui aujourd'hui expriment leur envie extrêmement forte, extrêmement claire, que la loi de finances, donc le budget de l'État pour l'année qui arrive et qui corrige le budget de l'année précédente, soit évalué à l'aune des objectifs de développement durable. Vous n'êtes pas vous-même parlementaire, je clarifie au cas où il y aurait un doute pour qui que ce soit, mais je sais que vous avez travaillé sur ces questions-là, sur la façon dont le processus législatif lui-même peut intégrer les ODD. Qu'est-ce que vous recommanderiez aux parlementaires aujourd'hui, de la majorité et de l'opposition, pour essayer de faire en sorte que ça se produise? Déjà, il y a des initiatives qui ont été prises.
notamment celle du green budgeting, qui est une initiative intéressante, qui remonte déjà à l'époque de Ségolène Royal et Nicolas Hulot, qui avait été développée et qui invite en fait chaque programme. Donc le budget d'État est divisé en programmes, pour expliquer un peu, parce que c'est un peu complexe, de regarder ce qui dans chaque programme vient contribuer à la protection de l'environnement et de la biodiversité. Donc c'est un très gros travail qui est demandé aux administrations de faire. Ça va prendre quelques temps à se mettre en place parce que pour l'instant c'est fait un petit peu au doigt mouillé parce qu'on n'a pas toutes les catégories, toutes les grilles pour faire ça. Il me semble quand même qu'il y a une demande qui avait été portée par ces parlementaires. Je pense qu'il faudrait au moins commencer par dire que, par aligner un certain nombre d'indicateurs au moment de la présentation de la loi de finances, reprendre les indicateurs EVASAS, aligner ces indicateurs sur les objectifs de développement durable, pouvoir les faire évoluer de façon à ce que, au moins, on ait un premier niveau de lecture assez grand public de la manière. Parce que la loi de finances, c'est quand même compliqué. Donc, au moins qu'on ait ces indicateurs qui soient revus à l'aune des objectifs de développement durable. Le premier travail a été fait. À mon avis, on n'est pas très loin de ça. Après, il y a déjà, je voulais dire, si on avance sur ce green budgeting, on pourra voir un petit peu plus clairement les impacts que cela peut avoir. En termes de contribution, il faudrait que ce soit fait un peu sérieusement et qu'à Bercy, il y ait un travail de taxonomie qui soit fait de manière à ce que les administrations et les entreprises publiques, d'ailleurs, chacun des contributeurs au programme, fassent des remontées qui veuillent quand même un peu dire quelque chose. Des remontées extra-financières de l'administration publique. Je veux dire, on fait des rapports on demande des rapports extra-financiers aux entreprises. On pourrait d'abord les étendre à tout le monde. D'ailleurs, moi, j'ai dit, il n'y a pas de raison qu'en tant qu'entreprise publique, on ne fasse pas un rapport extra-financier, même si on ne le demande pas. Donc, je vais mettre ça en place. Ça, c'est quand même pas très compliqué. Et puis, de manière un petit peu plus globale, qu'on ait une vision un peu au grand public sur l'impact CO2, l'impact biodiversité, environnement de l'ensemble. Parce qu'il y a quand même... on avait à l'époque sorti des rapports au Commissariat général de développement durable et on avait quand même montré que l'équilibre entre les financements en faveur de l'environnement et les financements qui ne sont pas vraiment en faveur de l'environnement, pour l'instant, la balance, elle n'est pas du bon côté. C'est très clair. Quand la France présidait le G7, l'Institut Open Diplomacy était en charge d'animer le Y7, donc le groupe de travail des jeunes pour contribuer aux réflexions des chefs d'État et de gouvernement. Et précisément, l'une des recommandations principales que nous avions portées, c'était de faire en sorte que le début de l'examen de la loi de finances soit basé sur une grille d'analyse, une étude d'impact sur chacun des ODD, en particulier sur les inégalités, puisque c'était le thème du G7 de l'année dernière. Ça me permet de me tourner vers Thomas Gasselin. Thomas qui est cette année justement représentant de la France au G7 des jeunes, qui s'est réuni virtuellement à Washington, aussi virtuellement qu'on se réunit aujourd'hui à Strasbourg. Thomas, tu as porté les couleurs de ta génération à Washington au Y7. Est-ce que tu peux, pour conclure cette table ronde, nous faire part des grandes convictions que tu as partagées à tes collègues étrangers et ce que vous avez recommandé aux chefs d'État et de gouvernement? Oui, merci beaucoup Thomas. Bonjour à toutes et à tous. Et donc je suis Thomas Gasselin, je suis délégué français au Y7 2020. Donc je suis actuellement à Bruxelles. Comme Thomas l'a dit, le Y7 c'est un groupe de travail des jeunes qui fournit chaque année des recommandations aux dirigeants du G7. Ces recommandations sont faites pour les jeunes et par les jeunes. Les objectifs du développement durable, en effet, ont inspiré beaucoup de nos recommandations parce que nous, les jeunes, pensons qu'il est indispensable de penser notre futur de façon durable dans cette période de crise. Justement, vous l'avez souligné pendant cette conférence, cette période de crise est l'occasion de penser et de construire le monde d'après, comme on l'a souvent entendu. Mais ce monde d'après, ce doit être à la fois réaliste et ambitieux. C'est pourquoi les jeunes du Y7 ont demandé aux leaders du G7 de s'engager en faveur d'un plan de relance vert pour une croissance économique inclusive. Cela peut par exemple passer, et vous l'avez souligné, par une réforme des taxes au niveau international afin de favoriser une croissance verte. Cette relance, elle ne doit pas aussi se faire sans les entreprises, au niveau de la RSE. Nous appelons donc les leaders du G7 à aider les entreprises qui en ont besoin, mais
en imposant des conditions à ces aides. Les États peuvent, par exemple, imposer des exigences de respect de l'environnement ou même des créations d'emplois. Celles-ci doivent aussi penser à mieux affronter les futures crises qui, on le sait, seront de moins en moins conventionnelles. Cette conditionnalité est destinée à rendre plus responsables les entreprises et à les impliquer dans les objectifs du développement durable. Finalement, et vous l'avez rappelé Thomas, nous sommes convaincus que pour pouvoir construire un monde meilleur, les pays doivent coopérer ensemble et non pas se refermer sur eux-mêmes. Alors que le G7 n'a pas pu se tenir à cause principalement de la crise sanitaire, mais pour d'autres raisons, nous réaffirmons la nécessité d'un multilatéralisme fort et capable de surmonter les crises comme celles que nous vivons en ce moment. Car le multilatéralisme, c'est aussi l'affirmation de la règle. Nous appelons tous les pays à s'engager au respect et à l'accord de Paris sur le climat. Plus généralement, agir ensemble pour faire face à l'urgence climatique et mieux affronter les crises d'aujourd'hui et de demain. Vous l'aurez compris, nous pensons, comme le thème de cette masterclass, que pour fédérer large, il faut agir fort. Merci beaucoup, c'était tout pour moi. Merci encore à l'Institut Open Diplomatie pour cette superbe opportunité. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup Thomas. Un G7 qui ne se réunit pas, un G20 qui s'exprime très peu, contrairement à il y a 10 ans quand on était en pleine crise financière et économique, une Assemblée générale des Nations Unies qui ressemble plus à un tournoi de ping-pong politique qu'à une réunion multilatérale. Effectivement, un multilatéralisme fort est absolument nécessaire. On va continuer d'en parler tout au long de ces rencontres du développement durable, en particulier avec l'ancien secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé du département des opérations du maintien de la paix, Alain Leroy tout à l'heure, et avec l'actuel secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge de l'urgence climatique, Selwyn Hart, pour la dernière journée de nos rencontres. Merci à tous ceux qui nous suivent, merci à tous ceux qui posent leurs questions sur la page les-rdd.fr/live pour que nos orateurs tout au long de la journée puissent répondre à vos questions, partager leurs solutions, leurs idées. Et on vous donne rendez-vous dans une petite dizaine de minutes pour la table ronde que nous organisons sur le thème Reprenons la main, reprenons latin, j'en perds mon latin, reprenons la main pour pouvoir agir à temps justement sur l'ensemble de ces processus internationaux qui semblent un peu nous échapper alors qu'on a bien besoin d'alliés à travers la planète pour pouvoir défendre ces objectifs de développement durable. À tout de suite.